contributions qui ont été proposées dans le cadre de cet espace de réflexion sur les curriculums et les pouvoirs organisateurs arrivent à secouer certaines convictions qu'on a à propos de cette question de la légitimité de l'État à décider en matière des savoirs scolaires et plus généralement de sa légitimité à assumer ce rôle de formateur, d'éducateur. En effet, les trois contributions montrent que cette légitimité, que ce pouvoir qui serait attribué à l'État, n'ont rien d'escompté. Tout d'abord, puisque ce sont des attributions relativement récentes et liées à une période particulière de l'histoire, comme il nous les montre la contribution d'Olivier Maulini. L'État a été investi de cette mission de former la nation à l'époque de la construction des États-nations et de la première massification de l'enseignement. Avant cette époque, l'éducation était l'affaire du maître et de son élève. Et après cette époque, et notamment après les guerres mondiales, cette légitimité, ce pouvoir attribué à l'État ont d'ailleurs été tout de suite et régulièrement remis en question ou des moins interrogés par rapport aux dérives possibles liées au fait de laisser un tel pouvoir d'aller seulement du politique, interrogés aussi à l'aune du principe même de la démocratie. Au nom de ce principe, une multitude d'acteurs, parents d'élèves, syndicats, associations ont réclamé et réclament leur droit de s'exprimer par rapport à ces questions, de s'exprimer par rapport à ce que les élèves et les enfants de la nation doivent apprendre. Mais il y a d'autres facteurs aussi qui montrent à quel point cette légitimité, ce pouvoir attribué à l'État n'ont rien d'escompté. Des facteurs qui sont mis en évidence plus particulièrement par les deux autres contributions, celle des Farges et Tenray, lorsqu'elle nous rappelle tout simplement que d'autres pouvoirs existent, concurrents de l'État, les familles, mais surtout lorsqu'elle nous montre que ces pouvoirs alternatifs peuvent être perçus comme étant autant, voire plus légitimes que l'État dans ces domaines. Sophie Joël aussi nous rappelle qu'il existe d'autres pouvoirs qui émergent, qui sont en train d'émerger, les acteurs du numérique qui définissent et qui déterminent les flux d'informations très importants auxquels les élèves sont constamment exposés. On pourrait citer enfin un autre pouvoir qui influence de plus en plus la définition des contenus d'enseignement et qui lui aussi est perçu comme étant autant, voire plus légitime que l'État, les instances internationales. Donc finalement, on a un État qui n'est pas le seul pouvoir perçu comme légitime en matière des décisions sur les contenus d'enseignement, un État qui a une marge de manœuvre relativement réduite, entre autres par cette nécessité de s'ouvrir au compromis avec les acteurs internes et internationaux, un État enfin qui n'exerce qu'un contrôle partiel sur sa décision, notamment lorsqu'elle est mise en œuvre, comme il nous le montre l'étude de Farges et Tenray, lorsqu'elle nous révèle les différentes interprétations qui sont données par les inspecteurs généraux sur ce que c'est les fondamentaux d'éducation. Mais alors, face à cette situation de doute, comment concevoir le pouvoir décisionnel en matière de savoir scolaire? À qui l'attribuer? À des experts indépendants du politique? Mais alors, quelle serait leur représentativité par rapport à la société? Aux représentants de la société, alors le Parlement, mais avec risque des dérives politiques, des polarisations politiques. Il faudrait peut-être que le Parlement n'intervienne sur ces questions alors que par une majorité qualifiée, peut-être comme ça s'est fait dans certains pays. Faudrait-il attribuer ce pouvoir à un ensemble plus large, encore plus large d'acteurs pour rechercher un consensus très important, comme ça s'est fait dans certains pays aussi. Mais Maulini, et pourtant, nous met en garde sur la difficulté de concilier clarté et compromis. Ne faudrait-il pas penser différemment les choses, c'est répartir les fonctions. Par exemple, l'État pourrait se contenter de définir un socle de culture ou même de s'en tenir à définir les contenus des examens et des certifications. C'est peut-être celle-là la bonne solution. Beaucoup de questions se posent, que nous laissons au débat. Mais nous souhaitons conclure cet espace de synthèse en attirant l'attention sur un dernier point sur lequel convergent, nous semble-t-il, les trois contributions. L'appel lancé à réfléchir au sens qu'on souhaite donner
au savoir scolaire, au curriculum, à l'éducation. Et encore plus précisément, l'appel lancé à prendre une décision, à prendre position et à décider de ce sens. Hein, cet appel est lancé, nous semble-t-il, par Maulini quand il pose sa question l'école doit-elle militer pour la paix sociale ou pour la vérité? Doit-on rechercher le compromis au détriment de la clarté? Ou il faut peut-être plutôt prendre position de manière plus courageuse, comme il dit, et établir de manière claire les sens qu'on souhaite donner au savoir scolaire, à l'éducation. L'appel est lancé également, nous semble-t-il, par la contribution de Farge et de Tenray, qui nous montre à quel point les sens des fondamentaux de l'éducation, quand même, ne pas stabiliser, puisque ce n'est pas les mêmes donnés par les différents inspecteurs généraux de l'éducation. Et l'appel, enfin, est lancé très fortement par Sophie Gell quand elle affirme qu'il y a urgence à définir l'essence des informations qui parviennent aux élèves par les médias numériques. Et aussi, et encore plus, quand elle nous dit, elle nous rappelle que l'abondance d'informations qui est à la portée des élèves peut leur donner les sentiments qu'il suffit de consulter les bases de données pour connaître, pour comprendre, et que donc l'enseignement n'aurait plus de sens. Donc l'appel à la réflexion sur les sens étant lancé, la question reste, qui est-ce qui serait légitime pour définir ces sens? Donc la réflexion continue.